Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission Appalaches en quelques mots. La société minière Mazarin et sa filiale, la société Asbestos Limitée, ont annoncé récemment la conclusion d'un partenariat avec la société Québec-Thetfordoise KSM Incorporée, une jeune entreprise de Thetford Mines qui entend développer un procédé breveté de fabrication de fertilisants. Acquise de Dundee Technologies Durables, moyennant une considération monétaire et une participation dans KSM, cette nouvelle technologie repose sur l'utilisation de potasse à faible coût, d'acide sulfurique et de métaux contenus dans les résidus de chrysotile en vue de la production de fertilisants à haute valeur ajoutée. Nous nous réjouissons du fait que KSM se soit vu octroyer une aide financière de l'ordre de 125 000 $ par le gouvernement du Québec dans le cadre d'une ronde de financement de 250 000 $, d'affirmer le président des deux sociétés, Mazarin et Société Asbestos Limitée, M. John Leboutillier. Ce dernier a mentionné que ce financement permettra à KSM de produire une certaine quantité de fertilisants à l'échelle pilote et d'en faire les essais en serre et en champ. Une aide financière de 32 530 $ sera allouée à la clé de l'Alpha pour consolider ses actions dans le domaine de l'alphabétisation. Cette aide financière provient d'une somme récurrente de 26,4 millions accordée dans le cadre du programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation pour l'année 2017-2018. Le député de Lotbinière-Frontenac, M. Laurent Lessard, en a fait l'annonce récemment au nom du ministre de l'Éducation, du loisir et du sport et ministre responsable de la région de la capitale nationale, M. Sébastien Proulx. Rappelons qu'1 million de dollars du programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation sert à soutenir les organismes communautaires pour des projets particuliers. Les élus, l'administration municipale et les citoyens démontrent depuis une quarantaine d'années leur foi dans la culture et le patrimoine comme source de fierté et comme moteur de développement social et économique. C'est en ces termes que le conseiller municipal de Deschambault-Grondines, M. Christian Denis, a conclu la conférence d'ouverture du premier rendez-vous régional en patrimoine bâti de la MRC des Appalaches. L'événement qui s'est tenu le 25 novembre dernier dans le village Sacré-Cœur de Marie, municipalité d'Adstock, a réuni pas moins de 80 personnes, des propriétaires de maisons anciennes, des élus et des employés municipaux et des passionnés de patrimoine et d'histoire. Les conférences et les ateliers de formation ont permis de sensibiliser les participants aux impacts du développement culturel, aux enjeux du patrimoine bâti, aux outils réglementaires disponibles et aux bonnes pratiques de conservation architecturale et de restauration. Les actions liées au patrimoine et à la culture menées par la municipalité au cours des dernières années ont permis de maintenir un tissu social fort et efficient tout en favorisant un développement local et harmonieux, de mentionner M. Denis en citant en exemple sa municipalité devenue pôle culturel régional de Portneuf, mais aussi le Saint-Élie de Caxton de Fred Pellerin qui fait rayonner son village par la littérature. Le préfet de la MRC des Appalaches et ancien enseignant d'histoire, M. Paul Vachon, a interpellé les élus municipaux en rappelant le devoir de mémoire qui doit guider leurs choix politiques. Nous devons nous souvenir de ce qui a été construit et façonné par les communautés avant nous.
Nous devons être fiers de nos lieux identitaires et historiques, en prendre soin et les améliorer afin de les redonner aux générations futures. Invité à prononcer une conférence sur les enjeux du patrimoine bâti à l'échelle municipale, l'architecte Martin Dubois a insisté sur le fait que la protection et la mise en valeur du patrimoine étaient une responsabilité partagée entre les trois piliers de gouvernement, les organismes en histoire et en patrimoine et les citoyens. 19 propriétaires de maisons anciennes ont été récompensés pour leurs efforts et leur passion dans le cadre de ce rendez-vous régional en patrimoine bâti. Même s'ils sont les principaux artisans et les gardiens de notre patrimoine bâti, les gardiens de maisons anciennes, ou plutôt les propriétaires de maisons anciennes, sont rarement récompensés pour leurs efforts et leur passion. Soucieuse de mettre en valeur le patrimoine bâti de l'ensemble de son territoire, la MRC des Appalaches a décidé de récompenser 19 propriétaires de maisons ou de granges patrimoniales afin de souligner leur contribution à la préservation de notre patrimoine. L'activité de reconnaissance a eu lieu à l'occasion du premier rendez-vous régional en patrimoine bâti de la MRC des Appalaches, tenu le 25 novembre dernier au Centre intergénérationnel du secteur Sacré-Cœur de Marie de la municipalité d'Adstock. Pour la MRC, cette activité de reconnaissance constituait une excellente façon de stimuler la fierté et pourrait avoir un effet d'entraînement. Il est important de faire connaître et de mettre en valeur la passion et la persévérance des personnes qui consacrent temps et argent à entretenir soigneusement les demeures construites par nos ancêtres ou à restaurer des maisons qui, dans certains cas, étaient vouées à l'abandon. La qualité de leurs interventions et leur passion témoignent du respect de l'histoire, a mentionné le préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon. Ce n'est pas la MRC, mais chacune des 19 municipalités qui ont été appelées à désigner sur leur territoire une propriété coup de cœur qui a préservé son caractère patrimonial. Il pouvait s'agir d'une maison, d'une grange, d'un bâtiment de ferme ou de l'ensemble de la propriété. Certains bâtiments ont été choisis pour la qualité des interventions effectuées au fil des années, d'autres pour leur valeur patrimoniale exceptionnelle ou encore pour leur cachet ou pour leur aspect historique. En guise de reconnaissance, chaque récipiendaire s'est vu remettre par la MRC un encadrement illustré des photos de leur belle propriété. Pour démontrer sa fierté, la MRC s'est dotée d'une grande bannière mettant en vedette les 19 propriétés primées. Cette activité s'inscrit dans un projet de sensibilisation et de diffusion sur le patrimoine bâti réalisé dans le cadre de l'entente de développement culturel 2015-2017 du ministère de la Culture et des Communications. La boutique du cadeau de l'hôpital de Thetford Mines a fait un don de 10 100 $ au CHSLD Saint-Alexandre. Ce don a servi à l'achat d'un lit gériatrique adapté pour personnes de grande taille, ainsi que l'équipement requis pour son fonctionnement, à savoir un verticalisateur servant à soulever et déplacer les résidents, des housses, des draps, un thermomètre électrique et des coussins. La boutique du cadeau, qui existe depuis 43 ans, a déjà versé au-delà de 225 000 $ aux patients de l'hôpital ainsi qu'aux résidents du CHSLD Saint-Alexandre. Ces montants ont servi, entre autres, à l'achat de fauteuils roulants, de civières douches, de coffrets de fin de vie, de trousses compassionnelles, de décorations de Noël et de jeux de société. La boutique est formée d'environ 50 personnes, toutes bénévoles. Sa mission est de rendre le séjour des usagers le plus agréable et le plus confortable possible. La boutique propose une variété de cadeaux pour toutes
toutes les occasions, à savoir toutous, fleurs, livres, bibelots, chocolat, cartes de souhait, produits de soins personnels, sans oublier des tricots exclusifs réalisés gracieusement par des bénévoles. Un choix d'articles religieux bénis est également disponible. Les fêtes du 150e anniversaire d'Israélie entament leur dernier droit. Une année complète offrant quelques 35 activités. C'est beaucoup de bénévolat, beaucoup de travail, beaucoup de planification et beaucoup de démarches de toutes sortes. Une année complète d'activités, c'est également l'occasion de côtoyer des personnes extraordinaires qui acceptent de s'investir totalement. C'est aussi l'occasion d'apprendre. Tout au long de l'année, les gens du comité organisateur ont reçu des commentaires d'appréciation de la population heureuse de se remémorer des événements du passé. Or, c'est précisément ce que fait le livre du 150e d'Israélie d'histoire et de mémoire. Les gens du comité souhaitent donc que tous les gens de l'entourage se souviennent des moments partagés, des grands événements vécus, des moments plus difficiles pour en tirer des leçons pour l'avenir. D'Israélie, d'histoire et de mémoire offre cette possibilité, un rafraîchissement pour la mémoire des Israélois, mais surtout un baume pour le cœur, puisqu'il nous démontre très bien comment les Israélois et les Israéloises ont toujours été inventifs, créateurs, chaleureux, accueillants et généreux. S'offrir en cadeau d'Israélie, d'histoire et de mémoire, c'est à la fois renforcer nos racines et nous donner des ailes en nous amenant à redécouvrir de grands pans de notre histoire, célébrant notre identité et notre fierté, de mentionner Madame Juliette Jalbert. Une équipe de chercheurs du CI3S de Chaudière-Appalaches, de l'Université Laval et du CHUL ont créé un dépliant d'information en s'adressant aux usagers et aux médecins du Québec. Ce dépliant vise une meilleure compréhension des infections respiratoires et par ricochet, une diminution des prescriptions et de la consommation inutile d'antibiotiques. Vous toussez, vous avez le nez qui coule, vous avez mal aux oreilles ou à la gorge. Avez-vous besoin d'un antibiotique? Qu'arrive-t-il si vous n'en prenez pas? Est-ce que d'autres options s'offrent à vous? Ce dépliant, qui est une adaptation d'un outil d'aide à la décision, est efficace pour réduire le recours à la prise d'antibiotiques et sans augmenter le taux de complications. Le dépliant en question est accessible sur le site du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Né du désir d'un médecin cardiologue de contribuer à améliorer la qualité de vie ainsi que le taux de survie de ses patients, le projet Cardio vient tout juste d'être lancé. Le site www.icardio.ca vise ainsi à offrir à tous ceux atteints d'un problème cardiaque une meilleure compréhension de leur situation. iCardio est l'initiative de Gilles Goulet, un cardiologue d'intervention au CHUM et un professeur adjoint en clinique à la faculté de médecine à l'Université de Montréal. iCardio.ca est l'initiative de M. Goulet, qui est originaire de Thetford Mines. Et finalement, terminons en mentionnant que la région de Thetford Mines, classée au premier rang des collectivités entrepreneuriales au Québec en 2014 par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, a procédé au lancement du livre « Histoire de 30 entrepreneurs à succès ». L'ouvrage de 130 pages, tiré à 2000 exemplaires, est produit par la Société de développement économique de la région de Thetford Mines. Cette publication unique relate l'histoire de 30 personnalités à succès de la région de Thetford qui ont eu le goût d'entreprendre. Et nous avons profité de l'occasion pour capter la conférence de M. Claude Gagnon, président du comité des gens d'affaires de la région de Thetford. Alors,
C'est là-dessus que nous vous laissons. Alors, nous vous invitons à être des nôtres la semaine prochaine pour un autre Appalache en quelques mots. Entre-temps, je vous laisse au bon soin de M. Gagnon. Et à tous et à toutes, une bonne fin de soirée. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui m'auraient oublié, disons que j'ai été directeur général de la Caisse de Thetford de 1988 à 2010. Et c'était l'époque des caisses où on pouvait et on avait accepté de s'impliquer d'une façon importante dans le développement économique. Plusieurs organismes de la région, peut-être d'aucunes qui sont ici ce soir, s'en rappellent et en ont profité. Personnellement, j'ai aussi fait partie d'une multitude de comités. Et c'est probablement à cause de ça qu'on me demande aujourd'hui de vous présenter un peu l'histoire de notre évolution économique des 40 dernières années. Ça fait curieux quand un organisme vous appelle pour vous dire on aurait besoin que tu racontes des choses et non pas qu'on t'appelle pour faire des choses. Donc, automatiquement, ça t'oblige à aller vérifier ta date de naissance. Pendant les premiers 100 ans, ça a été le secteur minier qui a été toute notre économie. On ne s'appelle pas mono-industriel pour rien. Rappelons-nous qu'en début des années 70, il y avait plus de 4000 travailleurs dans l'industrie de l'amiante. On oublie, puis je veux porter une attention tout à fait spéciale. Aujourd'hui, parce qu'il n'y en a plus de mines d'amiante, on a tendance à oublier tout ce qui a été fait par cette industrie-là. Il n'y aurait pas de ville, il n'y aurait pas d'MRC probablement, s'il n'y avait pas eu les mines d'amiante. En 1988, quand je suis arrivé à la Caisse, je me rappelle d'une statistique qui m'avait frappé. C'était que Thetford Mines était la ville au Canada où il y avait le plus de millionnaires per capita. Et ces millionnaires-là étaient issus des transactions qui se faisaient avec le secteur minier. En 1975 est arrivée une grève importante dans l'amiante qui a duré plusieurs semaines et qui a créé des problèmes extrêmement importants aux industries et au commerce, principalement à ceux qui étaient liés en lien direct avec le secteur minier. C'est alors qu'on a vu ce que j'appelle, moi, la première phase de notre diversification économique, c'est que les entreprises impliquées n'ont peut-être pas changé leur production, mais ils ont essayé de trouver de nouveaux clients. Et ce fut ce que j'appelle, moi, la première phase, la phase de diversification des marchés. En 1982, une nouvelle perturbation dans le secteur minier. Et cette fois-là, l'ensemble de la population a eu tendance à se sensibiliser. Et on a vu apparaître la Société économique de la région de l'amiante, la CERA, qui est l'ancêtre de la SDE, qui, à ce moment-là, s'est donné comme mandat d'essayer de trouver des investisseurs dans le milieu. Également, Desjardins, à cette époque, avait créé un fonds d'une centaine de milliers de dollars pour inciter la création de nouvelles entreprises. Ce ne fut pas nécessairement une réussite totale, parce que, d'une part, ça aurait pris plus d'argent, d'autre part, ça aurait pris le support, les ressources nécessaires qui n'étaient pas existantes à ce moment-là. La deuxième phase, c'est cette phase-là, donc la phase que j'ai appelée la phase de prise en charge. En 1995 est apparu le bannissement quasi total de l'amiante. Ça a failli tuer notre économie. La fermeture de presque toutes les mines, des pertes massives d'emplois et la détérioration maladive de notre image, autant interne qu'externe. Ça l'a amené, en 1996, un certain nombre de décideurs du milieu
de créer le comité de diversification économique. C'est ce que moi j'appelle la troisième phase, la recherche de solutions. Ce comité, qui était indépendant de toute structure, était formé de presque tous les décideurs du milieu, le municipal, le scolaire, la santé, le tourisme et l'industrie. Tous ces gens travaillaient ensemble à la recherche de solutions, mais ce qui était le plus important, c'était qu'ils avaient la responsabilité de voir comment, dans leur propre secteur d'activité, ils pouvaient faire avancer les dossiers. Le comité a voulu fixer à ce moment-là des orientations pour le futur. Et on a retenu 5 secteurs de développement, soit la plasturgie, la transformation des résidus miniers et le magnésium, la métallurgie, le tourisme et l'oléochimie industrielle. Pendant cette période, une multitude d'études ont été commandées. On a vérifié la réussite de d'autres milieux et analysé plein de projets qui pouvaient voir le jour. Mais une des préoccupations principales fut de sensibiliser les industriels pour les inviter à développer davantage leur propre entreprise. Parce que le comité pensait qu'il était erroné de penser qu'une entreprise internationale nous arriverait un bon matin et créerait 2000 emplois chez nous. En 2004-2005, le gouvernement du Québec, par l'entremise de M. Laurent Lessard, nous octroya une subvention de 2 millions de dollars. Ces fonds ont servi en totalité à la création d'emplois permanents. Et ce qui a donné à peu près 200 emplois, mais des emplois permanents, ce qui était considéré à l'époque comme un véritable succès. En 2006, un autre fonds nous fut alloué d'1 500 000 dans le cadre des villes mono-industrielles. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre 1996 et 2006, la région a créé d'une façon permanente 1400 emplois nets. Il y en avait eu 2600 de créés, mais à cause de la fermeture définitive des mines, la perte du Zellers et d'autres commerces, donc le net se situe à 1400 emplois. Ces chiffres démontrent que notre diversification économique se réalisait, et à mes yeux, de la bonne façon. Notre tissu économique se transformait et une certaine morosité disparaissait lentement. C'est pas parce que le comité de diversification est arrêté que la diversification elle-même a pris fin. Tout à fait au contraire. Mais il y a la période actuelle que j'appelle la 4e étape, celle que moi je nomme l'ère Luc Rémillard, ou la phase de mise en place. Le leadership, la créativité et l'imagination des équipes impliquées à tous les niveaux décisionnels et de support génèrent un réel dynamisme régional et le goût d'aller plus loin. Je l'affirme sans crainte. Notre région n'est et ne sera plus perçue comme une région minière en voie de disparition, mais plutôt comme la démonstration concrète d'une région qui s'est prise en main et qui a réussi en 20 ans à réaliser l'impossible, presque le plein emploi et une fierté collective. En 1999, la région cherchait un nouveau commissaire industriel. Les gens d'affaires qui souhaitaient que cette personne soit compétente, il va sans dire, mais qu'elle ait à sa disposition l'argent nécessaire pour faire la promotion de notre milieu et le moyen de faire de la prospection hors territoire, créèrent le comité des gens d'affaires. Ils initièrent une levée de fonds. Une somme de 200 000 $ fut alors ramassée et le comité avait la responsabilité de gérer ces fonds. Lorsque, pour toutes sortes de bonnes raisons, le comité
se fit moins nécessaire et fut dissous. Il restait encore de l'argent. Jean-François Poulain, du Centre du Camion, et moi, qui étions les signataires au compte, ont reçu d'autres demandes et nous les analysions de telle sorte que nous avons alloué à peu près 50 000 $ à divers projets. Il restait encore 20 000 $, mais plus de demandes. La Caisse annuellement m'informait que notre compte était inactif. Je déposais $1. C'est alors que Jean-François et moi rencontrèrent Luc Rémillard et lui remirent cet argent, à la seule condition qu'elle serve à la réalisation d'un projet relié au développement économique régional. Il nous a informé il y a quelques semaines qu'il avait trouvé le projet et que ce fonds serait utilisé à la production de ce qui vous est présenté aujourd'hui. Nous en sommes très heureux, d'autant plus que cet ouvrage sera utilisé comme outil promotionnel de la région, ce qui est en continuité d'un des objectifs du Comité des gens d'affaires. Merci Luc et félicitations Nelson. Moi, je l'ai vu le livre. Félicitations. En terminant, je veux féliciter et remercier les 30 entrepreneurs dont l'histoire vous est présentée aujourd'hui dans ce livre, ainsi que les dizaines d'autres qui ne sont pas ici, dans de multitudes de domaines qui créent des emplois, génèrent de l'économie et contribuent quotidiennement à changer l'image de notre région. Bravo à vous tous. Continuez, nous avons besoin de vous et surtout, ne perdez pas le feu sacré qui maintient notre développement économique en ébullition.